Bonjour, dans ce cours PowerPoint, je vais essayer de vous décrire de manière assez résumée le principe général de la méningite virale aiguë et quelques-uns de ses traitements pour sa prise en charge. Commençons tout d'abord par décrire les méninges avant de s'attaquer à cette pathologie. Les méninges constituent une véritable enveloppe unique au niveau du système nerveux central. Elles sont situées entre les os crâniens et le tissu nerveux. Elles sont au nombre de trois. Tout d'abord, la dure mère, la plus externe, fibreuse et résistante, constituée de deux feuillets, un périosté externe au contact de l'os et un ménager interne au contact de l'arachnoïde. Ces deux feuillets se séparent à certains endroits pour former les sinus veineux de l'encéphale dans des compartiments intracrâniens, tels que la faute du cerveau ou la tente du cervelet. Ceux-ci sont traversés par des expansions arachnoïdiennes allant au contact de la paroi vasculaire pour assurer la résorption du liquide céphalorachidien. Ensuite, l'arachnoïde, qui, à proprement parler, est constitué de la membrane arachnoïdienne, un feuillet sous la partie ménagée interne de la dure mère. Cette seconde méninge se prolonge par des trabécules formant l'espace sous-arachnoïdien où y circule le liquide céphalorachidien et les vaisseaux sanguins. Et enfin, la pimère. Il s'agit de la plus fine des trois méninges ainsi que la plus interne, directement accolée au tissu nerveux. Il est évident que la position anatomique des méninges leur donne une proximité directe avec le cerveau ou la moelle épinière, car il faut savoir qu'elle s'y prolonge également. Passons au cas clinique, la méningite virale aiguë. Celle-ci démarre par la pénétration d'un virus, entérovirus ou herpès virus par exemple, jusqu'au niveau des méninges qui vont donc être infectés. Les cellules infectées sécréteront rapidement de l'interféron, alpha entre autres, possédant une action antivirale qui induit la synthèse de protéines chez les cellules saines qui, elles, bloquent la traduction des ARN messagers viraux. De plus, les cellules gliales immunitaires vont rapidement détecter la présence de ces germes viraux et vont sécréter des cytokines inflammatoires médiatrices de la réponse immunitaire. L'interleukine 1, l'interleukine 6 ainsi que le TNF-alpha, qui sont toutes les trois des cytokines inflammatoires, vont agir par les prostaglandines au niveau de l'hypothalamus et induire de la fièvre. Celle-ci sera traitée par les antipyrétiques. Le phénomène d'inflammation est donc présent localement au niveau des méninges. Il y aura invasion lymphocytaire TCD8+, responsable de l'immunité cellulaire dans le liquide céphalorachidien. Celui-ci sera non purulent ainsi que relativement lucide et clair, car il ne s'agit pas d'une infection bactérienne. Les cytokines de l'inflammation vont augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, induisant un œdème cérébral. L'œdème est particulièrement dangereux car la boîte crânienne étant inextensible, la pression dans celle-ci monte rapidement et causera en conséquence des céphalées cliniques intenses, traitées par antalgiques. Si l'augmentation de pression intracrânienne devient trop importante, les structures nerveuses et vasculaires seront alors comprimées, pouvant aller jusqu'à une ischémie et une nécrose du tissu nerveux sous-jacent. La nécrose neuronale se traduira sémiologiquement par les pertes de fonction cognitive des régions atteintes. Le schéma physiopathologique simplifié de la méningite virale aiguë étant achevé, je vais conclure par une vision plus générale, simplifiée de notre cas, avant de terminer avec un peu de sémiologie. Il s'agit donc d'une infection déclenchée par un virus menant à une inflammation. Celle-ci sera la cause des maux de tête et de la fièvre, tous les deux étant la raison des traitements discutés antérieurement. Comme dit précédemment, les signes sémiologiques principaux sont des céphalées très intenses, de la fièvre, ainsi qu'une asthénie. Le repos, ainsi qu'un traitement par antidouleur et antipyrétique sont donc de mise. Ceux-ci ciblent les symptômes plutôt que l'infection virale, car, prise rapidement en charge, ce type de méningite amène rarement aux lésions cérébrales irréversibles déjà décrites. Le liquide céphalorachidien qui peut être prélevé par ponction lombaire se révélera clair et non purulent. D'autres signes cliniques caractéristiques de cette pathologie sont une raideur nucale, le signe de Kernig qui se traduit par une diminution de l'élévation des membres inférieurs, et enfin le signe de la nuque de Brudzinski qui est une flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion forcée de la nuque, qui, rappelons-le, est déjà enraidie. Merci de m'avoir écouté.